Le scénario démarre de façon banale. Dès les années 80, les entreprises désertent la ville et la population diminue presque de moitié. Aux États-Unis, chaque ville s'occupe des retraites de ses fonctionnaires. Avec des rentrées d'argent de plus en plus maigres, Pritchard ne peut plus faire face. Alfred n'a pas toujours été vigile dans un centre commercial. Pendant 35 ans, il portait un autre uniforme, celui de pompier de la ville de Pritchard. 3 années de retraite paisible avant que la ville ne suspende ses versements. À 67 ans, Alfred travaille 6 jours par semaine pour $10 de l'heure. Ce n'est pas vraiment ce que vous aviez prévu? Ah ça non. Je devrais être quelque part en croisière avec ma femme, à prendre du bon temps. J'ai cotisé toute ma vie. À mon âge, je devrais faire ce que je veux. Et là, je n'ai pas le choix. Ça me rend fou, mais bon, j'essaye de prendre sur moi. Pendant 21 mois, Alfred et son épouse n'ont pas touché 1 centime de leur retraite. La ville leur doit pourtant $5000 par mois. Car ils étaient tous les deux employés de Pritchard. Vous imaginez, j'ai travaillé 35 ans, ma femme 40. On pensait avoir de bonnes retraites et puis rien. Ça donne envie d'être violent, vous savez. Ça nous a rendus malades. Et le pire, c'est que le gouvernement, tout le monde s'en fiche. Pritchard, c'est juste une étape, une sorte de modèle. Parce qu'aucune ville ne veut payer les retraites. Et si Pritchard s'en tire comme ça, tout le monde va vouloir faire pareil. Et si la crainte d'Alfred s'avérait fondée? Les États de l'Illinois, New Jersey, Colorado, mais aussi les villes de New York, Philadelphie, tous ont les yeux rivés sur Pritchard. Car leurs fonds destinés aux retraites sont également à sec. En juin dernier, le maire a finalement tranché. Il accepte de payer à nouveau ses quelques 150 retraités, mais seulement le tiers du montant prévu. Alfred et ses collègues n'ont pas eu le choix. C'était ça ou rien. On ne peut pas indéfiniment avoir plus de dépenses que de rentrées d'argent. Et c'est concrètement ce qu'il se passait avec les retraites. On a donc dû prendre cette décision. Vous pensez que d'autres villes vont devoir faire pareil? Elles ne vont pas avoir le choix. Les gens vont devoir venir autour de la table pour renégocier leurs avantages. C'est évident. On ne peut plus payer aujourd'hui ce que l'on payait hier. Le dilemme est terrible. D'un côté, des communes qui, au nom de leur survie, doivent revenir sur leurs engagements. De l'autre, des histoires humaines tragiques. 18 retraités sont morts. Certains se sont suicidés. Nous avons continué notre voyage à plus de 1500 km vers le nord, jusqu'à Détroit. Ici, la faillite est visible à l'œil nu. Autrefois emblème des heures glorieuses de l'automobile, la ville incarne le déclin post-industriel. Le taux de chômage affleure les 50%. Détroit s'est vidé de ses emplois, de ses habitants. Dans les quartiers autrefois cossus, un air d'apocalypse. En 50 ans, la ville a perdu plus de la moitié de sa population et les bâtisses, abandonnées, brûlent les unes après les autres. Hey, venez par là, ça va mouiller. Millie est lieutenant de cette brigade de pompiers. Ils viennent juste d'arriver sur cet incendie. Encore une maison vide qui a pris feu. Billy, il faut que vous arrosiez autour de la fenêtre. Détroit est la seule ville des États-Unis qui brûle en permanence. En moyenne 500 incendies par mois. Et pourtant,
les effectifs ont été réduits, car là aussi la ville est au bord de la faillite. Un jour, mes hommes seront fatigués. Et là, les citoyens devront se débrouiller tout seuls. C'est dingue ce qui se passe. Face à l'inertie des autorités, certains résidents ont décidé de prendre les choses en main pour protéger leur quartier. Voilà, ce sont les planches qu'on doit récupérer. Ce sont les dernières. Bon, on va passer par l'intérieur. Ce bâtiment est un symbole. Un des premiers supermarchés construits aux États-Unis et un des plus grands à l'abandon depuis des années. Puisque les services de la ville ne font rien pour condamner les maisons abandonnées, ce retraité a décidé de le faire lui-même. Ces planches ont traversé 2 générations de crise. D'abord la crise économique et la fermeture de ce magasin, et puis maintenant l'abandon de nos maisons. C'est triste. Mais c'est comme ça. Attention, il y a du vent. Russ habite un quartier ordinaire. Rien que dans ces 2 rues, nous avons compté une quarantaine de maisons abandonnées. On n'a aucune aide de la ville, donc on est obligé de le faire nous-mêmes. On a essayé de contacter tout le monde en vain. Alors quoi, on va pas rester les bras croisés en attendant qu'il arrive un malheur, en se disant « Oh non, on n'a pas le droit ». Tout le monde fuit ses responsabilités. Pas nous. Chaque maison nécessite un travail de 3 ou 4 jours. Et Russ va même plus loin. Il rachète certaines bâtisses en ruine pour une bouchée de pain, afin de pouvoir les démolir plus vite à ses propres frais. Combien vous l'avez acheté? 500 $. Mais c'est de l'argent perdu. Je sais bien que je ne retrouverai pas mon argent. Je veux la détruire parce que je ne veux pas que nos enfants grandissent dans un environnement où il y a des maisons comme ça et qu'ils trouvent ça normal. Je ne veux pas qu'ils s'imaginent que c'est normal. Russ est particulièrement inquiet pour l'avenir de certains quartiers, car le maire a prévenu, avec ses 350 km², la ville est trop grande et surtout trop pauvre pour maintenir partout les services publics. Ce soir, Russ Belland se rend à une réunion entre police et citoyens. Et il compte bien en apprendre un peu plus. Pour la première fois dans l'histoire américaine, une ville annonce clairement la couleur. Elle va délaisser les quartiers qu'elle estime en trop mauvais état. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que lorsque les routes ou l'éclairage public auront besoin de réparation, la ville ne le fera plus et laissera les choses se dégrader. Ils veulent en fait créer des terrains vacants pour pousser les gens à partir. Comme au début de toute réunion publique, les participants vont faire allégeance au drapeau et à la nation indivisible. Drôle d'Amérique qui martèle son unité tout en abandonnant certains quartiers. Le chef de la police prend alors la parole. Nous sommes là, ici ce soir, pour se parler franchement et se dire les choses. La réalité, c'est que la ville de Détroit fait toujours 350 km². Pour la première fois, Russ découvre l'étendue du projet. Quels quartiers vont être favorisés et quels quartiers vont être négligés.
Si vous regardez cette carte, vous pouvez voir les petites zones violettes. Ici et là, ce sont vraiment les meilleurs quartiers. C'est là où ils vont concentrer toutes les ressources. Ensuite, toute la zone orange, beaucoup plus grande, ce sont les quartiers qui vont être abandonnés, avec les gens qui y habitent. Ce que la ville dit concrètement, c'est on n'a plus les moyens de protéger tout le monde. On n'a pas l'argent. Dans ces fameux quartiers oranges, la police ne fera plus de patrouille. L'éclairage public ne sera pas remplacé. Les routes et les arbres ne seront plus entretenus. Dans ces fameux quartiers oranges, il y a pourtant des habitants attachés à leur maison. Madame Finch vit ici, à Cadillac Street, depuis 60 ans. De part et d'autre de chez elle, des maisons squattées. Et la nouvelle politique de la ville la révolte. Tout le monde paie des impôts. Et seulement certains habitants vont bénéficier des services? Ce n'est vraiment pas juste. Je me sens blessée parce que je suis née ici. J'ai grandi ici. J'ai travaillé. J'aime cette ville. Vous croyez qu'ils veulent faire disparaître certains quartiers? C'est ça. Se débarrasser de nous, comme s'ils avaient honte. Faire comme si l'Est de Détroit n'existait pas. Et ce n'est pas juste. Madame Finch s'accroche à ses souvenirs et refuse d'accepter le naufrage de son quartier. Ce n'est pas juste, peut-être. Mais Détroit n'a plus d'argent, pas plus que l'État du Michigan. Quant à l'État fédéral, il a annoncé la couleur. Il ne pourra aider personne. Il est lui-même écrasé par une dette de plus de 14 000 milliards de dollars. D'ici fin novembre, le Congrès va se prononcer sur de nouvelles coupes drastiques. Inévitables, elles risquent de fissurer encore un peu plus le rêve américain. Élise, ce qui surprend dans votre reportage, c'est qu'on n'entend pas de colère ni de révolte chez ces Américains frappés par la crise. On vient d'entendre Madame Finch, elle fait de la résistance en restant chez elle, dans sa maison, mais il n'y a pas de colère chez elle. Comment vous l'expliquez? Alors c'est vrai que nous-mêmes, on a été extrêmement surpris en rencontrant tous ces gens de ne pas sentir une colère ou un sentiment de révolte. Tout simplement parce qu'il faut bien comprendre que les États-Unis et l'Europe ne fonctionnent pas de la même façon. Les Américains ne connaissent pas ce qu'on pourrait appeler, nous, l'État-providence, c'est-à-dire un État bouclier, protecteur, qui vient à la rescousse de ses citoyens. Ils ont plutôt l'habitude de s'en remettre à eux-mêmes, à leur capacité ou non à rebondir. Pour autant, pendant qu'on était pendant ce tournage aux États-Unis, c'est à ce moment-là qu'est né le mouvement Occupy Wall Street, ce mouvement de contestation pacifique qui a fait défiler des milliers de manifestants dans les rues. C'est une première. C'est une première, c'est totalement inédit pour protester contre ce qu'ils appellent l'avidité des banquiers. C'est un mouvement inédit et on peut se dire que peut-être les choses sont en train de changer aux États-Unis. Alors ce que l'on voit dans votre reportage, est-ce que cela pourrait arriver chez nous en France? L'équivalent serait que des villes, des départements, des régions soient en faillite. On dit souvent que les États-Unis sont un laboratoire de l'Europe. Alors est-ce qu'on peut imaginer demain en France qu'on ne paye plus les retraites des fonctionnaires et qu'on supprime totalement les services publics? On n'en est pas là. Dans la mesure où, encore une fois, il y a une vraie différence de fonctionnement entre les États-Unis. Il y a des filets de sécurité. Il y a des filets de sécurité. Par exemple, lorsqu'une ville ou un comté fait faillite aux États-Unis, l'État fédéral ne vient pas à la rescousse et laissera cette ville ou ce comté se débrouiller seul. En France ou en Europe, encore une fois, on n'en est pas là. Et le comté de Jefferson, où nous sommes allés, a fait faillite il y a 15 jours. Depuis que vous avez tourné ce reportage? Depuis que nous avons tourné. C'est-à-dire que cet accord que nous avions filmé a finalement échoué. Il est caduc. Personne n'a réussi à s'entendre. Et l'État de l'Alabama et l'État fédéral n'ont pas voulu aller à la rescousse du comté. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est désormais dans les mains de la justice, c'est-à-dire que le juge va nommer un liquidateur, comme pour une entreprise. Merci Élise.